gyrophares qui déchirent la nuit, le crissement des pneus, le fracas du métal. Et cette image que nous connaissons tous, martelée par des décennies de campagnes de prévention, celle du conducteur ivre, du killer drunk, un criminel, un monstre social, l'ennemi public numéro 1 de nos routes. Cette définition nous semble une évidence, une vérité objective, mais que diriez-vous si un autre monstre, tout aussi présent dans nos esprits, celui de l'échec scolaire, avait été fabriqué selon des mécanismes très similaires ? Aujourd'hui, nous menons une double enquête. Nous allons suivre deux aventuriers de la sociologie qui ont disséqué, chacun de leur côté, la naissance d'un problème public. D'abord, l'Américain Joseph Gustfield et son autopsie du conducteur ivre, puis le Français Bertrand Ravon et son histoire de l'échec scolaire. Préparez-vous à découvrir la fabrique de nos ennemis publics. Notre première enquête nous emmène sur les routes américaines. Le sociologue Joseph Gustfield nous montre que, jusque dans les années 60, l'alcool au volant n'était pas un grand problème de société. C'était un problème personnel, un vice individuel. Les accidents étaient des tragédies malheureuses. Alors, comment passe-t-on de la tragédie au crime ? Gustfield nous fait rencontrer des personnages que nous connaissons depuis notre épisode sur Howard Baker, les entrepreneurs de morale. Des groupes de citoyens, comme les célèbres Mères contre l'alcool au volant, MADD, vont lancer une véritable croisade. Leur génie, c'est de créer un récit puissant. D'un côté, les victimes innocentes, de l'autre, le conducteur ivre, un personnage égoïste et irresponsable. Il s'approprie le problème, change les lois et la culture. Le conducteur ivre est né. Il est devenu un fait social. Maintenant, traversons l'Atlantique et entrons dans une salle de classe. Le sociologue Bertrand Ravon nous pose la même question que Gustfield. L'échec scolaire a-t-il toujours existé ? La réponse est non. Avant les années 60, l'école sélectionnait. Il y avait les bons élèves et les autres, les cancres, les fainéants, les idiots. Le problème était vu comme individuel. C'était la faute de l'élève ou de sa famille. L'école, elle, était juste. Elle ne faisait que trier le bon grain de l'ivraie. Alors qui a inventé l'échec scolaire comme problème public ? Là aussi, des entrepreneurs de morale, mais d'un autre type. D'abord, les sociologues et les pédagogues. Des gens comme Pierre Bourdieu, avec Les Héritiers, vont fournir les munitions intellectuelles. Ils retournent l'accusation. Le coupable, ce n'est pas l'élève, c'est l'école elle-même. L'école n'est pas un arbitre neutre, elle est une machine à reproduire les inégalités sociales. L'échec scolaire devient le symptôme de cette injustice fondamentale. Ensuite, les syndicats d'enseignants et les hommes politiques de gauche s'emparent du problème. Lutter contre l'échec scolaire devient un combat pour l'égalité des chances, un moyen d'obtenir plus de ressources, de justifier de nouvelles politiques. Alors attention, faut-il comprendre que Gustfield ou Ravon nient la réalité des drames ? Que les morts sur la route ou les élèves en souffrance sont de simples constructions ? Absolument pas. Et c'est là toute la subtilité et la puissance de l'aventure. Les morts sur la route sont bien réels. Les élèves en difficulté souffrent réellement. La sociologie ne nie jamais le réel. Elle s'intéresse à la manière dont nous définissons ce réel pour en faire un problème public. Construire un problème public, ce n'est pas inventer un phénomène qui n'existe pas. C'est choisir de braquer un projecteur sur un aspect du phénomène tout en laissant le reste dans l'ombre. C'est choisir en coupable une cause et donc une solution parmi d'autres possibles. Prenons l'exemple de Gustfield. En se focalisant sur le conducteur ivre, la croisade a mis sous le tapis d'autres causes bien réelles des accidents. La vitesse, le mauvais état des routes, la conception des voitures, la fatigue. En désignant un coupable moral, le buveur, on a évité de poser des questions plus coûteuses et plus complexes sur la responsabilité de l'industrie automobile ou des pouvoirs publics. De même pour Ravon, dire que l'échec scolaire est une construction ne nie pas la difficulté des élèves, au contraire. Mais en définissant le problème comme un échec de l'école, on braque le projecteur sur l'institution et ses inégalités, plutôt que de le braquer uniquement sur l'élève et sa famille, comme on le faisait avant. Le phénomène est le même. Un élève n'y arrive pas, mais le diagnostic change radicalement, et donc les remèdes proposés aussi. La construction d'un problème public est donc une lutte pour imposer une hiérarchie des causes.
c'est le cœur de l'enquête sociologique. Non pas nier le problème, mais demander pourquoi cette cause-là est-elle devenue la cause principale? Et qui cela arrange-t-il? Conclusion. L'aventure croisée de Gustfield et Ravon est donc une leçon magistrale. Elle nous montre que les problèmes publics ne sont pas des faits objectifs que l'on découvre, mais des constructions sociales qui émergent de batailles pour imposer une certaine lecture du réel. Cette leçon est un véritable kit de survie intellectuelle aujourd'hui. Quand on nous présente un nouveau fléau, l'enquête de ces deux aventuriers nous invite à poser les bonnes questions. Quel est le phénomène réel? Quelle est la définition qu'on nous en propose? Quelles autres causes possibles laisse-t-on dans l'ombre? Et qui a intérêt à ce que l'on définisse le problème de cette manière? Voilà, cet épisode des Aventuriers de la Pensée est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner. À bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.